そこにある命をこの世から駆逐するまで。名は進撃の巨人。王家の血を引く者を巨人にして俺が接触すれば始祖の巨人の力を扱える。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。Les amis, on s'arrête pas. Les amis, on ne s'arrête pas. C'est incroyable. Révélation du jour, les gars. Qui est Ymir? Son histoire et comment est apparu le premier titan. Il y a le grand terrassement. Les murs ne sont plus. On les a connus dès le premier épisode. Aujourd'hui, c'est fini. On est sur une nouvelle avancée. Eren fait peur. Est-ce que vous avez vu ce visage? C'est démoniaque. Mais on va aller dans l'ordre de toutes choses. Dans cette vidéo, on va beaucoup revenir sur l'essence même d'Ymir, comme je vous ai dit, de son histoire, de la symbolique qu'il y a autour, parce que faut pas non plus la zapper, et essayer d'aller à la source de ce que cet épisode veut nous apprendre, veut nous expliquer, parce que vraiment, on va pas perdre de temps. Alors, l'épisode il commence assez rapidement dans la suite du dernier, même on fait un petit pas en arrière, c'est-à-dire qu'on voit directement le combat de Grisha en titan contre la famille Fritz, et il n'y a pas eu de pitié, hein. Ça y est, Eren lui a bien insufflé, j'ai envie de dire, l'essence de l'assaillant qui lui-même, lorsqu'il est destiné à sa mission, il n'y a plus de pas en arrière et un massacre. C'était un massacre. Alors la question que beaucoup peuvent se poser, c'est de se dire, mais attends, quand même, Frida, elle possède l'originel, elle est pas très bon, hein, contre un l'originel, hein. Bah, bref, en tout cas, Grisha a accompli ce que le destin, d'une certaine manière, à travers les souvenirs d'Eren, à travers sa volonté. Bref, l'épisode dernier vient nous montrer, il faut arrêter Eren, c'est Eren qui est un danger, c'est Eren contre les autres. Là, en fait, ça faisait peur, parce que Grisha, il a vu des choses dans le futur que Eren a voulu lui montrer, et des choses qu'il n'a pas voulu lui montrer. Comme quoi, Eren sait diriger Grisha là où il faut. On perd pas de temps. Sig et Eren de retour dans l'axe. Et là, on a Sig qui comprend très bien qu'au final, c'était Eren qui avait initié son père à agir. Imaginez, il lui rajoute, si l'assaillant est réellement capable de transcender le temps, tu as pu montrer à Grisha ce qui t'arrangeait pour influer directement sur le passé. En gros, là, c'est super intéressant. Je reviens pour conclure vraiment avec le dernier épisode et ce qu'on y apprend. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, on a l'air de comprendre que Eren, le pouvoir de l'assaillant, les souvenirs envoyés au précédent titan, donc le précédent peut voir des souvenirs envoyés par celui d'après. Et là, tu te dis, en fait, Eren, il a mené tous les anciens assaillants à cette finalité, laquelle, pour l'instant, on y voit des petits trucs. Quel est son réel objectif? Pourquoi ce pouvoir? On aura peut-être les prémices de pourquoi. Du moins, on peut y mener des théories là-dessus. Et bien sûr, tout ça a l'air d'être un petit peu lié avec Ymir. Ymir, pour ceux qui ont un peu oublié, mais comment oublier Ymir? L'ancêtre des Eldiens, la première à avoir obtenu le pouvoir des titans. Et on en a eu des versions par rapport à elle. On s'est tout imaginé. On s'était dit que c'était la puissance, celle qui était au-dessus de tout. Et le contre-pied de son histoire qui nous est amené, c'est de comprendre qu'Ymir, en fin de compte, était une petite fille très gentille, trop gentille, et qui n'a jamais été maître de sa vie. Je conclue très rapidement avec le discours de Sig et Eren, et on vient à l'histoire d'Ymir. Sig, qui continue à discuter avec Eren, lorsqu'il évoque son père Grisha, il l'appelle papa. Papa, et après il revient sur Grisha. Grisha doutait de son rôle dans le renouveau d'Eldia.
car il savait via tes souvenirs que dérober l'originel ne lui permettrait pas d'en exploiter le pouvoir. Pourtant il s'en est emparé pour ensuite te le confier parce que tu as pu voir un futur distant, des événements encore à venir que tu lui as montrés. Et là on se rend compte que, et c'est même Eren qui le remercie, que Sig a été d'une certaine manière celui qui a ouvert la porte à tout ce truc-là. Pourquoi ? Parce que Sig, en emmenant Eren dans le passé, c'est là que Eren a pu découvrir les souvenirs de son père venant de lui pour connaître son propre avenir lorsque celui-ci a touché Historia. C'est grâce à ça qu'il a pu voir en Grisha ses souvenirs et donc son avenir. C'est ce qui a participé à la construction de cette histoire, tout simplement. Donc, Sig, là, sur le coup, il a ouvert une très grosse porte dans l'histoire pour que le cheminement de passé, futur et tout. Vous savez, hein, dans ce genre d'histoire, il faut pas voir le passé comme le passé qui construit le futur, mais peut-être le futur, tout simplement, qui a construit le passé. D'où l'importance de ce pouvoir. Eren, il y a 4 ans, quand il a touché la main d'Historia, il a donc vu son propre avenir à travers les souvenirs de Grisha. Et là, t'as Sig qui continue d'essayer d'ordonner à Ymir d'accomplir sa volonté. Elle, qui sur le coup est toujours esclave du sang royal. Et on se demande, mais pourquoi ? C'est ce que beaucoup ont demandé. Pourquoi elle est esclave du sang royal ? Pourquoi ? Eh ben, on va comprendre maintenant son enfance, son histoire, et ce qui l'a menée à être celle qu'elle est aujourd'hui, et le monde dans lequel il est, parce que là, cet épisode-là, il est rempli de révélations. C'est The Episode Revelation pour les anglo-saxons. Avant de nous mener à l'histoire d'Ymir, on a un petit flashback d'Historia enfant avec Frida, avec une petite discussion qui se conclut par la question de qu'est-ce qu'une fille exemplaire, qu'est-ce qu'une bonne fille, une fille distinguée. Et là, Frida, comme par magie, elle étant le pouvoir originel, et peut-être déjà censée savoir qui est Ymir, elle dirige Historia à travers leur petit roman. Et c'est ainsi qu'on nous rentre dans ce flashback. Et j'aime l'atmosphère dans laquelle il nous est montré. Le calme qui l'entoure, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du blabla, très silencieux et à la fois des propos qui apparaissent vraiment quand il faut. On n'est pas sur Ymir étant enfant, non, on te montre, tu regardes et tu dois comprendre. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Pour bien comprendre, alors on voit Ymir, petit enfant, serviable, au bon cœur, mais dans un monde totalement ingrat, injuste, cruel, sans cœur, et au milieu de tout ça, cette petite Ymir qui essaye d'accomplir, et d'un coup, il y a une armée avec un roi qui vient, et qui saccage leur village, et qui les rend esclaves. Le roi, vous l'aurez reconnu, il s'agit du roi Fritz, et donc Ymir, devenu à son tour esclave avec les siens. J'aime beaucoup la manière dont cet enfant se confronte au monde à travers le regard. À travers, quand je dis le regard, c'est à travers la distance et vraiment sa différence. Regardez aussi cet instant où elle regarde le roi en train d'embrasser sa femme ou je ne sais qui. On en arrive à la séquence où Ymir aura relâché et sauvé les cochons de leur enclos. Il y a une belle symbolique dans cette scène, c'est-à-dire, Ymir qui offre la liberté à des personnes dans leur enclos. Ça nous rappelle quelque chose. Les Eldiens de l'île de Paradis, enfermés dans leur enclos, et le roi qui cherche à tout prix à savoir qui a fait cette chose-là. Et s'il n'y a pas de dénonciation ou d'accusation, il aurait rendu borgne la majorité des esclaves, etc. Ymir a été dénoncé par tout le monde, sans pitié, il n'y a pas un doigt qui ne l'a pas pointé. Et la tristesse du regard qu'elle porte aux accusateurs, de tous ceux qui l'amènent presque à la mort. Et là, on a le roi Fritz qui lui dit « Tu es libre ». Mais tu es libre, c'est quoi en fait ? C'est tu es libre de te faire tuer, parce que là on voyait que les gardes étaient en train de la tuer, elle recevait des fléchettes. Vraiment, c'était le sentiment qu'on peut ressentir quand on voit Ymir dans cet état, dans son enfance, c'est tout l'inverse qu'on pouvait imaginer avant d'avoir connu son histoire. Et là, elle est par terre, elle est en sang, elle se fait tirer dessus, il y a des chiens qui la coursent avec les gardes, ils veulent la terminer. Il ne reste qu'à cette petite fille sa bonté, son naturel, son cœur pur, jusqu'à ce qu'elle essaye de se réfugier quelque part. Et là, on se retrouve en face d'un arbre qui a l'air d'être un arbre ancestral, quelque chose qui nous laisse entrevoir une entrée, et elle rentre dedans. Dedans, elle se voit glisser, tomber, se noyer, le parallèle de quand elle est en train de se noyer avec un ancien ending
je crois, de Historia qui se noyait. On a beaucoup de parallèles entre Historia et Ymir, hein. Donc Ymir qui est en train de tomber dans l'eau, et là, la naissance des titans va s'expliquer. Une explication qui va convaincre ou non. Ça peut être interprété de plein de manières, mais regardez bien. Donc Ymir, au moment où elle allait mourir, au moment où cette petite fille, au bon cœur, esclave d'un monde injuste, allait quitter ce monde, il y a ce qu'on appelle le parasite, ce qui est évoqué par certains dans leurs croyances comme étant presque la racine de l'existence. Celui-ci vient à la prendre comme un hôte, celui-ci ne faisait qu'un avec elle, et c'est ce qui a donné, derrière, la première transformation de l'être humain en titan. Sauf que moi, la première fois que j'ai appris ce truc-là, je me suis dit, oh, c'est pas assez concret, hein. Soit on va dans la magie, dans la malédiction, soit parce que moi, quand je voyais le titan se transformer pour la première fois, on voit un éclair venant du ciel et bam, ça transforme le truc. On a un symbole avec, je sais pas, l'au-delà, soit une malédiction, le diable, ou j'en sais rien. Le pacte avec le diable, enfin. Et là, d'un coup, on nous montre que non, c'est en fait un genre de bidule parasite qui crée chez la personne, boum, cette transformation explosive qui te rend titan. Bon, maintenant, comme je dis, il va y avoir de la symbolique ou de l'interprétation par rapport à celui-ci. L'histoire elle-même nous dit l'origine des titans. Selon la légende, Ymir, la grande ancêtre, aurait acquis le pouvoir des titans au contact d'une mystérieuse entité. Ce pouvoir se serait ensuite transmis de génération en génération aux Eldiens, héritiers de son sang par lignage, donc ça on en parle juste après. Cependant, la nature de l'entité par laquelle tout a commencé reste à ce jour encore inconnue. Il pourrait s'agir d'un parasite pathogène ou d'un organisme à mutation humaine, ou selon eux d'un dieu qui serait, entre guillemets, soucié des tourments d'Ymir qui lui aurait fait ce cadeau et ce pouvoir. Moi, j'y vois, parce que là, on est libre à l'interprétation, on peut pas venir t'imposer une idée. Moi, j'y vois le symbole d'une enfant qui, totalement faible et esclave de ce monde injuste, se voit être le total inverse, la plus grande puissance de ce monde. On passe de l'extrême à une autre, et ce petit bidule viendrait représenter quelque chose. Parce que comme je vous dis, je suis désolé, mais la transformation d'un titan, moi, quand je l'ai vu, quand je me posais la question à l'époque, eh ben ça vient d'un tonnerre, d'un éclair venant du ciel. Ça vient pas d'un truc que t'actives dans ton corps ou dans ton essence. Donc moi je me suis toujours posé cette question du lien avec le divin, du lien avec l'au-delà dans cette histoire en tout cas. Bref, vous comprenez, avec toutes les théories que chacun pourra se donner, d'où vient dans cette histoire la première transformation d'Ymir en titan. Mais là, maintenant, il va falloir comprendre la suite, parce que c'est hyper intéressant. Au passage, on a un petit symbole d'une fleur qui est en sang, d'une fleur avec du sang, qui m'a directement évoqué le premier épisode lorsque Eren se réveille. Et bon, bah à ce moment-là, on peut se poser beaucoup de questions. On se dit en fait, est-ce que Eren, dans le premier épisode, il a tout simplement les flashs futurs envoyés par le Eren du futur, enfin. Et dans ces flashs, il y avait une fleur symbolisée avec du sang, qui est représentée par le départ d'Ymir. Comme si Ymir, d'une certaine manière, quand on voit cet épisode, on se dit que c'est peut-être un message de celle-ci. Malgré ce pouvoir, elle va être utilisée. Ce n'est pas elle qui va être en supériorité, c'est pas elle qui va ordonner ou faire son armée. Non, non, non. Ymir, tu peux lui donner tous les pouvoirs du monde, et là, c'est pareil avec l'être humain. Si dans ta tête, tu es esclave, si dans ta tête, tu es victime, si dans ta tête, tu as peur, et que tu es esclave de ta peur ou esclave de ton amour, malgré son pouvoir, celle-ci continuait d'être l'esclave du roi. Comme quoi, même en étant puissant, la psychologie ne changera que lorsque tu auras fait le travail nécessaire. Un travail qui ne pourra être accompli par Ymir, qui, j'aime pas cette expression, mais elle aura été trop bonne intérieurement. Et là, écoutez bien ce que dit le roi Fritz. Tu as ouvert des routes, labouré des terres et dressé des ponts. Aujourd'hui, ma fière tribu d'Eldia est grande et prospère. Donc là, en une phrase, déjà, on a une version de l'histoire qui s'avère vraie. Rappelez-vous, la rébellion, les trucs là, Oui, Ymir aura été utilisé pour faire de bonnes choses. On apprend donc qu'Ymir est devenu la puissance ultime du roi. On apprend aussi en même temps que Ymir est devenu l'arme
du roi, l'arme fatale du roi. Parce que autant je vous ai donné qu'une version était réaliste et donc la vérité, mais autant les autres, les mares, etc., n'avaient pas tort, car Ymir aura été utilisée aussi à la guerre comme une arme qui détruisait tous ses ennemis. Et elle a permis au roi Fritz d'être le grand maître, de le faire grandir en puissance, et la récompense de celui-ci, c'est comme il le dit, lui donner une descendance. Donc on remarque que toutes les versions évoquées par rapport à Ymir, la grande ancêtre, concernant le bien qu'elle a pu faire, le mal qu'on lui a fait faire, tout le monde avait raison, voire même le cas d'avoir été en contact avec l'entité parasite. Donc Ymir a des enfants. Ymir a 3 filles. Ymir étant aux côtés du roi. Bien sûr, on l'a compris, elle est utilisée par le roi, mais Ymir est amoureuse de ce roi. Soumis de 2 manières, en tant qu'esclave et par amour, jusqu'à aller se sacrifier pour lui. Lorsqu'il y avait un petit traître parmi ses gardes qui voulait tuer le roi, elle a donc mis son corps en avant. Et là, comprenez bien, le message, il est très beau. C'est-à-dire que vous savez bien que quelqu'un qui a le pouvoir des titans, c'est pas une lance qui va le tuer, et surtout pas le premier pouvoir des titans. On parle du first. Et malgré tout, Ymir, qui aurait pu se relever, elle s'est laissée mourir, surtout au moment où le roi Fritz, comme il lui dit, « Pourquoi ne te relèves-tu pas? Je sais très bien qu'une vulgaire lance ne peut te tuer. Ymir, mon esclave. » En fin de compte, elle n'aura jamais pu être reconnue comme la compagne du roi. Pourtant, elle, qui était esclave de son amour, a donc préféré mourir, encore une fois victime, encore une fois dans l'incapacité de coexister dans ce monde injuste et cruel. Le fait de ne pas avoir réussi à être reconnue dans son amour, comme sa compagne, mais toujours comme son esclave. Et la voilà désormais, pour la première fois dans le chemin, l'Axe. Cet endroit aussi qui peut laisser propre à l'imagination, propre à l'interprétation, propre aux théories. Il n'y aura pas de vérité unique concernant l'Axe. C'est quoi? C'est l'au-delà? C'est pas l'au-delà? Mais c'est j'ai envie de dire, le premier au-delà qui a existé pour le Eldien et le pouvoir du Titan, d'une certaine façon, pour Ymir et toute sa descendance. Et là, bien entendu, on sait que le pouvoir d'Ymir, pour pas qu'il s'en aille, étant donné que c'est la bombe nucléaire pour le roi, c'est son arme fatale, avec ça, c'est comme ça que le pouvoir eldien continue de grandir. Le roi Fritz sait bien que s'il perd Ymir, il va falloir transmettre ce pouvoir de génération en génération. Il a donc ordonné à ses 3 filles de manger leur mère. Et on y voit un grand symbole. Et on y comprend quelque chose. Mais écoutez bien. Les 3 filles d'Ymir ont été contraintes à manger leur mère morte pour acquérir le pouvoir d'Ymir. Et là, on y voit tout un symbole chez les titans qui, eux, ceux qu'on appelle les déviantes, cherchent à manger, non pas pour se nourrir d'un humain, mais par un instinct de continuité lié à comment les titans ont pu naître de génération en génération. La recherche pour acquérir le pouvoir du titan, Maria, Rose, Sina. Les 3 noms des 3 filles, qui sont les 3 noms des 3 murs. Et dès lors que ces 3 filles ont mangé donc leur mère, il y a eu 3 nouvelles branches dans l'Axe, qui étaient donc les 3 premiers nouveaux titans primordiaux. Donc, l'Axe, c'est vraiment la représentation, et plus il y a eu une descendance, et plus il y a eu de branches. Au fur et à mesure que la descendance d'Ymir se multipliait, tout cela se représentait par les branches multiples qu'il y avait dans l'Axe. La nouvelle génération d'Eldiens au pouvoir d'Ymir et des titans. La tradition était désormais qu'à chaque mort Eldien, les enfants mangeaient leurs parents précisément sur la réchine, ce que nous on appelait la nuque, qu'on connaît aujourd'hui dans le fait de prendre le pouvoir d'un titan ou de le tuer, tout simplement. Vous comprenez un petit peu là maintenant. Mais malgré tout, même après sa mort, Ymir, toute seule, dans l'Axe, continuait à être esclave. Et continuait d'être esclave du roi et des générations futures de tous les rois de ce pouvoir originel, jusqu'à aujourd'hui. Le roi Fritz le dit lui-même, que nos titans règnent sur le monde pour toujours. Et là, Eren qui arrive, « Assez! Je vais en finir avec ce monde. Confère-moi ta force. Tu n'es ni une esclave, ni une déesse, juste un être humain. Tu n'as pas à te soumettre. Tu es libre de tes décisions. Le choix t'appartient. C'est à toi de les faire. Rester ici ou en finir. C'est toi qui m'as guidé jusqu'ici. Tu attendais, pas vrai? Tout ce temps. Depuis 2000 ans, que quelqu'un vienne te sauver.
Tiens. Depuis 2000 ans, à toi qui vis 2000 ans plus tard, premier épisode, est-ce que ce n'était pas un message d'Ymir pour Eren? Est-ce que Eren n'est pas présent pour venir enfin stopper ce cycle par rapport à Ymir? Est-ce que Ymir n'attendait pas Eren pendant qu'elle était esclave et qu'il n'y avait qu'une possibilité de la libérer? Est-ce que Ymir n'a pas créé le titan assaillant pour cette finalité? Beaucoup de choses peuvent nous venir en tête, et là en fait, on comprend maintenant le pouvoir de sang royal, original, toujours transmis, Ymir, esclave du roi, de son amour, de ce cercle infini des rois entre eux, de ceux qui pouvaient ordonner à Ymir, comme le roi au départ ordonnait à Ymir tous les agissements, de faire le bien comme de détruire, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Sig, qui lui ordonne, mais que maintenant elle n'écoute plus. Parce que 2000 ans plus tard, celui qui devait la sauver, celui qu'elle attendait, est enfin présent. Et là, boum, retour au moment présent, retour dans le monde des vivants. Eren, à qui il ne reste qu'une tête, le pouvoir de l'originel est activé, et là on voit le genre de bidule, parasite qui vient jusqu'à sa tête pour le maintenir en vie grâce au pouvoir originel qu'Ymir a accepté de déclencher. Eren a donc déclenché l'originel, et là les gars, c'est une dinguerie, les murs sont en train d'exploser, les titans colossales à l'intérieur, par centaines, par je ne sais combien de titans qui sortent de tous les murs qu'on connaissait au départ. Et le grand terrassement est déclenché par Eren. Les scènes sont sublimes. Mappa, ils ont bien bossé. J'avais peur de voir des titans représentés par de la CGI bizarre qui bougent comme des robots bizarroïdes. Et là, on les voit enfin. Et vraiment, il y a des petits trucs dans cette scène que j'ai bien aimé. Mikasa, Armin qui discutent. Mikasa qui n'arrive pas à entendre Armin. Hein? Qu'est-ce que tu dis vraiment? Histoire de montrer l'explosion qui existe et le bruit à côté d'eux. Là, c'est chaud bouillant. Parce que sur le coup, même Armin est en train de dire c'est bon, Eren a réussi, il a activé le pouvoir originel. Ça y est, en gros, sur le coup, Armin estime juste que Eren va s'en prendre au Mar, à la coalition, etc. Non, mais c'est bizarre. Eren est en train de lâcher tous les titans de tous les murs. Et là, Eren, qui vient à leur parler comme étant leur nouveau maître, celui qui est au-dessus de tous, il peut contacter tous les Eldiens descendants d'Ymir, et il leur dit « Peuple d'Ymir, écoutez mes paroles. Mon nom est Eren Yeager. Je m'adresse à tous les descendants d'Ymir via le pouvoir du titan originel. J'ai rompu la pétrification des 3 murs de paradis et lancé l'assaut. Mon objectif est de protéger la population de cette île qui m'a vu naître et grandir. Le reste du monde, lui, souhaite la destruction des habitants de paradis. Et ne s'arrêtera pas là. Il cherchera à éradiquer l'intégralité de la descendance d'Ymir. Je ne laisserai pas ce souhait se réaliser. Les titans des murs vont quitter cette île et fouler aux pieds le reste du monde, jusqu'à en avoir exterminé la dernière trace de vie. Et là, dans l'axe, on voyait tous ceux qui l'entendaient. Il y avait ceux qui étaient bien sûr dans l'île de Paradis, mais il y avait aussi ceux qui étaient en dehors de cette île. Comme ceux qui étaient chez les Mars, par exemple, avec les brassards, le père de qui? De Annie, et beaucoup d'autres. Là, vous vous rendez compte ce qui est en train de se passer? Le grand terrassement est déclenché. Et l'objectif d'Eren, c'est « Ok, bon, bah maintenant on va aller au bout. C'est soit nous, c'est soit eux. » Objectif destruction du reste du monde, jusqu'au dernier. Il ne doit rester que l'île de Paradis. Alors là, on peut plus reconnaître Eren, ça y est, c'est l'originel, le diabolique, tu l'appelles comme tu veux, mais il ressemble à un démon. Il ressemble à un démon, et on a la transformation de ce titan originel qui va emmener les titans colossales, le colosso ou je sais pas quoi. Et même Mikasa et tout, ils disent, mais c'est quoi ce truc? Il y avait un diplodocus bizarroïde, quoi, le truc. Bref, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Eren est en train d'accomplir ce que Grisha a peut-être vu dans ses souvenirs lorsqu'il demandait à Sig d'arrêter Eren. Parce que là, bon bah, ça sent le roussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Eren? Voilà les amis, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez envie de réagir à ce que peut être ce parasite, comment vous l'interpréterez, et peut-être qu'on fera une vidéo pour vraiment se consacrer uniquement à cette chose qui a permis la transformation de l'être humain
au premier titan. Allez, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.